go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 29e épisode du Faceful Podcast. Et oui, on a gagné et donc on revient pour encore débriefer et parler d'un prochain match. Nous avons battu en match de wildcard les Seahawks 41-23 et nous affronterons donc les Cowboys ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi. Et pour m'accompagner sur cette émission, Gonzague, Kevin et Olivier. Salut les gars. Salut. 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 Donc je viens de le dire, une victoire 41-23, deux mi-temps très différentes, une première mi-temps un peu plus compliquée au vestiaire, on est derrière 17-16 et puis une deuxième mi-temps où en fait on a complètement survolé les débats, un classique en fait, on a montré très clairement sur la deuxième mi-temps qu'on était largement meilleur. Olivier, t'as pensé quoi de ce match en général ? Bah écoute, ton résumé est plutôt très bon. Première mi-temps, j'étais quand même un petit peu inquiet. Pour tout vous dire, je vais vraiment peur pour le petit Purdy que ça se passe très mal. Premier match de playoff, on a vu que d'autres quarterbacks qui commençaient les playoffs ont eu pas mal de soucis. Coucou Trevor Lawrence, même s'il s'en est sorti à la fin. Et bon, on nous fait une première mi-temps moyennasse, parce que 10 sur 20, c'est la moyenne, sans plus. En plus, on fait un premier drive très joli. Enfin, défensivement, on est très bon. Puis d'un coup, je sais pas pourquoi, on s'est arrêté de jouer. Il y a eu une grève à un moment. Et grève de cerveau aussi pour Ward en fin de mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, la spéciale Kevin, comme il nous dit régulièrement qu'on n'arrive pas à s'ajuster en début de match, mais en deuxième mi-temps, on est monstrueux. Et en deuxième mi-temps, on a retrouvé le rouleau compresseur. Et là, on a retrouvé, moi, j'étais très content de retrouver notre équipe à 100%, à tous les niveaux. On a exécuté parfaitement et défensivement, on les a exécutés à tous les niveaux. On a recommencé à mettre de l'impact, à les faire couiner. Et même quand nous, on avait le ballon, j'aimerais pas être à la place des gars qui se prennent un Debo lancé ou un Kittle qui a décidé d'avancer, de faire 7-8 yards avec des mecs accrochés au dos. Partant de là, mode rouleau compresseur, Purdy qui s'est remis à jouer à un superbe niveau. Moi, j'étais très inquiet à la mi-temps. En deuxième mi-temps, il m'a fait fermer ma bouche parce que ce qu'il a fait, c'était vraiment de très haut niveau. Même si Brandon il va dropper sa passe, l'action qu'il fait, que tout le monde a en mémoire, il court d'un côté et court de l'autre. J'ai revu du Brett Favre. Et pour les plus anciens comme Gonzague et moi, quand on compare un quarterback à Brett Favre, c'est plutôt un compliment. Donc vraiment ravi du match qu'on a fait. Kevin, ton avis ? Avant de parler du match, quel plaisir de battre ces Seahawks 3 fois dans la même saison. On a souvent eu les fesses rouges après les avoir affrontés ces dernières années, donc là, pouvoir mettre un petit coup de balai sur cette franchise, quel plaisir. Mais ouais, Olivier a un peu fait le tour de la question. C'est vrai que la première mi-temps était un peu inquiétante. Pour autant, j'étais pas ultra inquiet à la mi-temps, tellement il y avait une impression de supériorité même sur cette première mi-temps qu'on finit derrière au score. J'ai toujours eu la sensation qu'on avait un camion d'avance, pas au score, mais dans l'impression générale. Et puis la deuxième mi-temps, 49ers 2022-2023, c'est un rouleau compresseur. Je pense qu'il y a une question de fatigue de l'adversaire. Au bout d'un moment, il s'accroche. Et puis au bout d'un moment, à force de prendre des coups, ils finissent par s'écrouler et nous on roule, quoi. Donc ouais, après c'était que les Seahawks. Je l'ai dit depuis le début de la saison, il va falloir rentrer dans les matchs plus tôt. Ça y est, la semaine prochaine, il faut rentrer dans le match plus tôt. Ça y est, on affronte des adversaires d'un autre calibre et il va falloir être plus présent dès le début du match. Gonzague ? Moi, un peu comme vous tous, donc j'ai regardé cette première mi-temps avec une certaine inquiétude, mais en fait, avec une analyse qui est très simple, c'est que c'est finalement presque les Seahawks qui m'ont surpris. J'ai trouvé que les Seahawks, par rapport à nos précédents matchs avec eux, ont su vraiment élever leur niveau de jeu. Et surtout, ils ont instauré un rythme, ils ont pris la gestion de l'horloge sur la première mi-temps. Et on était en train de tomber dans un piège, car je pense que tout le monde sera d'accord, aussi bien nous quatre que ceux qui nous écoutent, qu'il y avait cette drôle d'impression qui était qu'on n'arrivait pas à se détacher d'eux, alors qu'on avait vraiment l'impression d'être meilleur qu'eux. Et à travers des big plays, à travers une gestion de l'horloge qui était plutôt intelligente de la part des Seahawks, ils ont réussi à tenir le rythme. Et ça, de ce point de vue-là, ils m'ont sacrément surpris. On a fait quelques petites erreurs également de notre côté. Et après, pour reprendre exactement ce que vous disiez, en deuxième mi-temps, on a fait les ajustements, on a repris le contrôle des débats.
Et vous le dites très justement, ce côté rouleau compresseur où on sent que l'adversaire est usé au fur et à mesure du match. Et c'est à ce moment-là qu'on déroule. Je reprends une expression qui venait d'Olivier lors d'une semaine précédente. C'est cette impression, entre guillemets, de commencer en première, puis la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et au fur et à mesure, l'adversaire ne suit plus. Je reprends complètement cette expression à mon compte, même si elle appartient à Olivier, parce que pour le coup, c'est exactement cette sensation qu'on a. Et donc voilà, mais globalement, pas déçu par les 49ers, plus surpris par le niveau des Seahawks sur la première mi-temps qui a su faire les ajustements. Ouais, globalement, vous avez tout dit, hein. De toute façon, je vais pas en rajouter énormément. Deux mi-temps totalement différentes, deux visages totalement différents. Et je suis d'accord avec ton analyse, Gonzague, de dire que c'est aussi les Seahawks qui ont su élever leur niveau en première et puis qui se sont retrouvés en fait complètement acculés dès qu'on a commencé à accélérer. Et sur ce point-là, je mettrais aussi un point pour les coachs, parce que je trouve qu'il y a eu aussi grosse différence de coaching entre les deux mi-temps. Oui, donc sur le plan offensif, et je pense notamment à la course de Christian McCaffrey, une grosse course sur l'extérieur où il prend énormément de yards. Et puis sur la suite du temps, en fait, on en parlait avec Gonzague et Kevin pendant le match. Ils ont continué à courir à l'intérieur, et paradoxalement, alors que la défense des Seahawks est une des pires sur le jeu de course, là, sur le centre, ils arrivaient bien à nous arrêter et les courses à l'intérieur ne marchaient pas. Et il y a eu une adaptation en fait en deuxième mi-temps où on a un peu plus varié notre jeu, où on a aussi un peu plus donné les armes à Purdy, et Purdy a été aussi largement meilleur en deuxième mi-temps. Et du coup, on a plus adapté le playbook et les jeux étaient plus variés. Et c'est comme ça aussi qu'on a fait la différence. Et puis parce qu'au final, dès que le facteur, on va dire, énergie ne rentre plus en compte et que c'est vraiment du facteur talent, et bah là, on est largement dessus. En fait, il n'y a rien à dire. C'est que les mecs des Seahawks, ils avaient l'envie en première mi-temps, et je pense qu'ils l'avaient aussi en deuxième, mais c'était plus suffisant quand on a commencé à dérouler des deux côtés du terrain. On peut revenir, avant de passer au top et au flop, sur le match de Brock Purdy, parce que je pense qu'il est aussi il exprime assez ce qui s'est passé dans le match, et que, à l'image de l'équipe, en fait, il fait une mauvaise première mi-temps, hein, faut dire les termes, même s'il n'a pas d'interception, il fait une mauvaise première mi-temps, il a à peine 50% de passes complétées, il y a des lancers qui sont vraiment, vraiment crades, là où il n'y a aucun receveur. Son premier drive, avec ses balles flottantes, ça c'est... Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça, et puis après, comme l'a dit Olivier, il fait une deuxième mi-temps quasiment parfaite au final. Il arrive à bien gérer le jeu, il fait des très belles passes, il peut avoir l'action du week-end quasiment si Ayuk attrape le ballon. Et du coup, vous avez pensé quoi en global du match de Purdy? Gonzague, t'en as pensé quoi? Comme tout le monde, hein, je suis épaté par le gamin. Pour moi, ce qui m'étonne en effet, plus que le niveau de jeu en lui-même, c'est la mentalité du joueur. Il paraît intouchable en fait. C'est un cyborg, c'est-à-dire que c'est pas un quarterback qui dégage aucune émotion sur le banc de touche, mais dans sa manière de jouer et d'enchaîner les drives, on a l'impression que rien ne le touche. Il va rater une passe, il va passer complètement outre. Il a une capacité d'abstraction de ce qui s'est passé juste auparavant, moi qui m'épate. Et de ce point de vue-là, je trouve extrêmement prometteur pour l'avenir, je ne dis pas qu'il fait partie de ce club aujourd'hui, mais que je trouve extrêmement prometteur pour l'avenir, c'est que c'est une caractéristique qu'on a souvent retrouvée chez les plus grands. Les plus grands quarterbacks de l'histoire avaient tous ce point commun, qui était d'avoir cette mentalité de faire, surtout face à l'adversité. Et on voit que il ne panique jamais. Et de ce point de vue-là, moi, je le trouve épatant. Il y a toujours ce très gros défaut. On en a tous parlé pendant le match, et je pense que tous les supporters ont vu la même chose. Cette manière qu'il a à échapper lorsque la ligne cède, notamment sur sa gauche, où là, il a un jeu de jambes qui est très particulier, mais j'insiste encore une fois, je l'ai déjà parlé par le passé, ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ça, c'est quelque chose où, typiquement, un quarterback rookie, une erreur de quarterback rookie sur lequel on peut travailler. Donc, je ne suis pas inquiet. Donc, je trouve que la base est excellente, et les quelques défauts qu'il a à gommer, ça se gomme facilement. Ce n'est pas des impondérables qu'on ne peut pas enlever. Donc, extrêmement prometteur pour Moi, je suis épaté par le gamin. Vraiment, je ne peux pas dire autrement. Je suis épaté par le gamin. Et je trouve que là où la plupart des quarterbacks rookies auraient pu faire l'inverse, c'est-à-dire plutôt être correct en première mi-temps et complètement s'écrouler en deuxième et finir par coûter le match à leur équipe, lui, il a plutôt fait l'inverse, et il montre un côté clutch sur ce match-là qu'il n'avait pas forcément montré. J'avais les stats de sa deuxième mi-temps, c'était 9 sur 11, 185 yards, 2 touchdowns.
Voilà, au moment où il a fallu faire la différence, il a su enfoncer le clou, il a su être présent et puis il a sorti des actions d'une classe énorme. Il y a effectivement le touchdown manqué par Brandon Ayuk, mais il y en a un autre un peu dans le même style que McCaffrey arrive à terminer. Elijah Donc Mitchell. Mitchell. Elijah Mitchell, pardon, j'ai dit McCaffrey, exact. C'est un Elijah deuxième Mitchell. mi-temps, c'est sur un deuxième mi-temps. Ouais, Où il, en fait le deuxième mi-temps, spin, où il fait le spin et il repart un peu en arrière et il repart directement sur la droite et exactement. il va lâcher le ballon. Ouais, ouais. Exactement, par Elijah Mitchell. Ouais. Après, Faut qu'il- quand il court c'est quand il court sur sa gauche. Je veux dire, j'ai eu la chance de regarder le match avec deux fans de San Francisco à la maison et on était tous les trois, on était là, mais c'est pas possible. Il faut qu'il arrête de courir là-haut. En plus, il est droitier, donc il court vers la gauche. Il se met dans des situations compliquées et il va falloir, comme dit Gonzague, ça peut et ça doit se gommer. Et il y a un moment où ça passera plus. Et s'il commence à se faire saquer et que tu perds des brouettes de yards, ça va être compliqué. Non, c'est surtout qu'en plus, ce truc-là de partir à gauche, non seulement on l'a tous évidemment remarqué, mais à un moment où il l'a fait sur 2 jeux consécutifs. Grave, C'est-à-dire grave, qu'il grave, y a, grave. il y a eu 2 jeux de suite où sur la première, bah, il est obligé d'envoyer le ballon en touche, et sur la deuxième, il manque de se faire plaquer et on perd le ballon, enfin, ou on perd pas le ballon, mais on perd l'occasion aussi. Et donc, c'est des défauts qu'il doit gommer. Mais par contre, je suis d'accord, je voudrais juste sur le point dont tu parlais, Gonzague, c'est qu'il a ce côté. On voit beaucoup de quarterbacks en NFL s'agacer quand ils ratent quelque chose, ou s'agacer quand leur receveur rate quelque chose, ou s'agacer quand leur ligne lâche. L'exemple, je trouve, le plus criant, ça va être, même si c'est des très grands quarterbacks, contrairement à peut-être ce que tu disais, c'est l'exemple, ça va être Tom Brady et Aaron Rodgers, qui ont tendance à s'agacer contre les autres. Alors évidemment, Brock Purdy n'a pas la légitimité pour s'agacer contre ses coéquipiers par rapport à ces mecs-là, mais il a ce côté, la passe de Ayuk, on l'a pas vu jeter un regard ou taper sur son casque pour dire, ah, fais chier, tu vois, c'est ok, c'est raté, on passe à autre chose. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il y a eu aussi sur ce week-end-là, mais on va pas en parler parce que c'est pas notre thème, mais a eu un Trevor Lawrence où il a tout raté et il est resté calme. Et Purdy, il a fait pareil. Le mec, il a un objectif, il est concentré, il sait où il veut aller, il sait où il doit aller, et il y a des petits accros, il sait qu'il y aura des petits accros, et il se laisse pas emporter en fait par ça. Ouais, puis en même temps, tu disais sur la passe qu'il rate pour Brandon, enfin que Brandon rate, pardon. Il faut voir que juste à côté de lui, il y a Kittle. Je sais pas ce qu'il lui raconte, mais Kittle doit lui raconter une blague parce qu'ils sont morts de rire juste après la passe. Alors que voilà, il y a ça aussi. Il a quand même autour de lui, même je sais que Kevin, ne plaît pas qu'on le dise, mais autour de Purdy, il y a quand même des receveurs d'un autre monde. On a certainement le meilleur coureur receveur de la ligue. On a le meilleur receveur coureur de la ligue. On a le meilleur tight end pour récupérer 10 yards after catch. Je veux dire, il faut voir, j'étais avec un pote samedi soir qui me disait, mais quand il a des problèmes, il faut qu'il fasse simple. Qui donne la balle à Kittle? Et ça marche toujours. Donne la balle à George, il va faire les 10 yards, les 8 yards, les 11 yards qu'il faut. Et voilà, il y a ça aussi qui joue en sa faveur. La ligne offensive, elle est plus que très correcte, on va dire, en restant poli. Et enfin, quand tu vois même les remplaçants, Elijah Mitchell, il serait running back 1 dans beaucoup d'équipes. Et tu prends un Jawan Jennings, il va te faire une réception quand il fait sa passe profonde. Après, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que Shanahan, il fait un super boulot. Il fait un putain de super boulot avec le gamin parce qu'il lui ouvre le cahier de jeu au maximum, il lui donne les clés du camion et c'est ce que moi je voulais absolument, c'est qu'il mette tout le monde dans le jeu et il y a tout le monde qui touche le ballon. Partant de là, tout le monde est prêt à jouer et on a vraiment une équipe qui est illisible pour l'adversaire parce que ça peut partir à droite, à gauche, au milieu, sur des slants. Moi je me rappelle d'une action à un moment où tu as tous les receveurs à gauche, il y a juste McCaffrey sur la droite. Purdy recule, Poum se tourne, fait une slant pour McCaffrey. Il est seul entre deux gars, boum, le ballon part, tu gagnes 7 yards gratuits. Et franchement, les jeux ils sont dessinés, c'est des biscuits quoi, en ce moment. Il faut vraiment profiter de ça, c'est exceptionnel. Ouais, je dis, c'est impressionnant effectivement de voir l'attaque, comment ça doit être un cauchemar à jouer défensivement. Moi, j'ai en souvenir une autre action sur ce match-là où tu as McCaffrey en position de running back, prêt à recevoir le ballon. Et juste avant le snap, McCaffrey va en receveur, Samuel qui était en receveur redescend en running back. Je dis, mais la défense, ça fait quoi dans ce cas-là? Tout a changé en un quart de seconde. Ils n'ont même pas le temps de s'adapter, que poum, le ballon est en jeu, ça part, et McCaffrey fait une réception, et je pense qu'il fait 20 ou 30 yards sur ce jeu-là. C'est comment tu stoppes ça? Et puis Brock Purdy, je trouve qu'il complète parfaitement cette attaque avec les capacités du moment. C'est pas les capacités d'un joueur vétéran qui a 10 ans d'expérience et il a ses petites erreurs de rookie, il a ses choses à améliorer, mais je trouve qu'il a le style de jeu parfait pour aller là-dedans. Et c'est pour ça que Kyle Shanahan lui ouvre le cahier de jeu par rapport à. Et
je m'explique pas pourquoi avec Jimmy Garoppolo, il l'ouvrait pas autant. Je me rappelle des matchs en playoff de Jimmy Garoppolo où il avait 10 passes à lancer et il y en avait 4 d'incomplètes. Shanahan lui ouvrait pas le cahier de jeu comme ça. Donc. Mais c'est ça aussi que je trouve très, très fort de la part de Shanahan, c'est que t'as un quarterback rookie. Et dès le jour 1, il lui a fait confiance. C'est-à-dire qu'avec l'effectif qu'on a, avec les playmakers qu'on a, il pourrait se dire, bon, ce que tu vas faire, c'est que tu lanceras que sur 3e et long. Sinon, on va juste donner le ballon à McCaffrey, à Mitchell ou à Samuel et ils vont courir et on peut gagner comme ça. Et du coup, il lui fait confiance et ça marche. Et je trouve ça assez impressionnant. On va passer du coup au top et au flop de ce match. Donc, quel joueur vous avez vu comme le plus impressionnant de ce match? On va commencer par Gonzague. Écoutez, pour expliquer la performance de Brock Purdy, qui est un peu notre top à tous en off, entre guillemets, puisqu'on l'a évoqué juste avant, pour expliquer aussi cette performance, j'aimerais qu'on revienne sur une position dont on a très souvent parlé cette année, et à raison. On a eu un très grand match encore de la ligne offensive ce week-end. Et là, pour le coup, je cite vraiment tout le monde. Et j'aimerais faire une petite aparté sur un joueur qu'on a trop souvent critiqué à mes yeux, Monsieur McGlinchey. Parce que c'est toujours le problème avec la ligne offensive. Quand on fait des gros plans sur un joueur, c'est qu'il a fait un holding ou qu'il s'est un peu raté. Comme par hasard, on ne l'a pas vu. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un très gros match. De manière générale, il a même été très bon d'ailleurs sur le jeu de passe, chose qui n'est pourtant pas sa spécialité. Et en fait, toute la ligne a été au rendez-vous. J'aimerais aussi mentionner Mr. Aaron Banks pour son retour, qui a été directement lancé. Trent Williams, je sais pas ce qu'on va dire, passons. Il se fait pas faucher par Kyle Juszczyk, mais à part ça. Oui, à part ce jeu absolument improbable où Kyle Juszczyk a lui-même fauché Trent Williams. Oui, parce qu'il montre encore une fois la qualité de bloc de notre ami fullback. Et c'est le seul lineman qui est capable d'arrêter Trent Williams. Il va peut-être être pris comme defensive tackle la saison prochaine. Ou comme... C'est quelqu'un qui arrête toute l'équipe sur le terrain. C'est coéquipier comme... Bref. Non, mais voilà. Mais la ligne offensive a affiché un très gros niveau et surtout a affiché un très gros niveau sur toute situation de jeu. Course et passe. Et on se disait à un moment pendant le match, oui, Purdy fait un très grand match. Oui, ça c'est incontestable, on ne peut pas lui enlever. Mais alors, par moment, sur certains jeux, j'avais vraiment l'impression qu'il pouvait être sur un fauteuil, ne pas bouger, ça aurait été pareil. Vraiment, et je fais même mon mea culpa devant vous, chers auditeurs. Oui, j'ai critiqué notre ami Brendel en début d'année. Il a raison, je pense. Mais il n'a fait que monter en niveau tout au long de la saison. Et aujourd'hui, il m'a convaincu, à tel point que dans mes mock drafts, j'ai presque ne plus envie de prendre de centre au début, comme je l'envisageais initialement. Tant Brendel m'a convaincu. Donc voilà, cette ligne a affiché un très très grand niveau et ça explique en partie le fait qu'on ait mis 40 points en playoff, chose qui, je le rappelle, est assez rare. Kevin, ton top ? Alors moi, je vais un peu revenir sur quelqu'un qui a été beaucoup cité dans les flops ces dernières semaines, qui incarnait un peu toutes les craintes sur la défense et qui s'appelle Deomodore Lenoir et qui nous a sorti une masterclass cette semaine. J'attendais plutôt de Charvarius Ward, d'ailleurs, étonnamment, pour stopper DK Metcalf ou même Tyler Lockett. Et non, c'est Deomodore Lenoir qui est sorti du lot. 28 snaps joués en couverture, seulement 2 réceptions autorisées pour 16 yards, une interception. Il a laissé Geno Smith avec une évaluation à 20.8 quand ça lance dans sa direction. Donc, que dire à part bravo et continue comme ça parce qu'on a enfin un vrai cornerback 2 sur ce match et on en a tellement besoin depuis la blessure de Mosley. Donc espérons que ce ne soit pas un simple coup d'éclat et qu'il confirme dans les semaines à venir. Olivier, ton top ? Eh ben, écoutez, vous m'avez laissé plein de joueurs que je pensais que vous alliez utiliser avant moi. Est-ce que j'ai pas le droit d'en avoir 2 ? Je peux en avoir qu'un ? Ah, si t'es emmerdé, je peux commencer et peut-être en éliminer un. Vas-y, Elliot. Eh ben moi, je n'ai qu'un seul mot à dire. Enfin, Deebo fucking Samuel est revenu à son niveau. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. On avait eu tendance cette année à oublier quel joueur exceptionnel il peut être. Sans déconner, quel plaisir de le voir à ce niveau-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on adore ce joueur. Et on est tous d'accord aussi pour dire qu'on a été extrêmement frustrés cette saison par rapport à ce qu'il nous a fait la saison dernière. Et le revoir à ce niveau-là, je vais vous redire quand même ses stats vite fait, c'est 3 courses, 32 yards, 6 réceptions, 133 yards, un touchdown.
Évidemment, pour gonfler ses stats, il y a cet énorme touchdown sur une petite passe où il va faire quasiment 70 yards tout seul. Mais dans l'ensemble, il a été extrêmement présent, plus qu'il ne l'a jamais été cette saison. C'est son meilleur match de la saison, même s'il a été très bon sur le premier contre les Rams. Mais il a eu un niveau assez rare sur ce match-là. Et c'est le meilleur moment en fait pour retrouver un Deebo à ce niveau-là. Il n'y a pas de meilleur moment. Il était temps. Je pense que aussi lui, pour sa confiance, ça lui fait du bien de se revoir à ce niveau-là, et pour toute l'équipe en fait, avoir le mec qui était notre star offensive l'année dernière revenir à ce niveau-là. Parce que l'année dernière, je vous rappelle, enfin, on n'avait pas le podcast encore, mais si on avait dû faire des débriefs des playoffs et de quasiment toute la saison, en top, ça aurait été Samuel quasiment toute la saison. Et là, ça doit être la première ou maximum deuxième fois qu'on le cite dans les tops, donc ça fait quand même plaisir. Olivier, du coup, est-ce que je t'ai enlevé un de tes tops et du coup, je t'ai aidé à la tâche? Absolument. Parce que pour Deebo, il faut juste rappeler un truc, c'est que c'est le retour de la bête sauvage. Quand on le trouve sur le terrain comme ça et que je ne veux pas être défenseur, je veux pas être en face de lui. Il fait peur quand il arrive lancé comme ça et qu'on retrouve ce côté félin, parce que le touchdown dont tu parles au départ, total respect à Brandon Ayuk aussi sur le match, parce qu'il fait des blocs, les enfants. On a un receveur un receveur à plus de milliards qui se sacrifie sur des blocs, mais on sent que c'est naturel, quoi. Et donc, au départ, Deebo, il part pour faire un petit gain, puis d'un coup, on le voit mettre le coup d'accélération, et là, on se dit, c'est fini. Boum, il part sur le côté, et moi, j'étais devant la télé comme un bourricot à crier de partout, parce que je l'ai vu arriver dans la end zone, j'étais sûr que c'était bon, quoi. Personne ne pourrait l'arrêter. Donc, tu m'en as déjà enlevé un de mes trois tops, donc il ne m'en reste plus que deux. Je vais faire classique, et ça, c'est parce qu'on m'en a beaucoup parlé. On m'a dit, ouais, vous ne le mettez pas assez souvent en top, parce qu'on s'est habitué à l'excellence, on s'est habitué au très, très haut niveau. On a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est normal. Christian McCaffrey, comment on ne peut pas le mettre toutes les semaines en top, les gars? Il est juste exceptionnel. Ça a l'air facile. Tout le monde peut le faire, ben, personne ne le fait à part lui. Il court, il récupère des ballons, il avance. Même quand vous disiez les courses plein centre qui n'avançaient pas, lui, il avançait quand même. Quand il y a sur le QB sneak qu'on met, c'est lui qui va se mettre derrière Purdy pour le pousser. Bon, après, Williams qui arrive, ça aide beaucoup. Mais quand il arrive, lui, on est en train de reculer, puis d'un coup, il bloque le recul. Williams arrive, on les enfonce tous. Mais voilà, Christian McCaffrey, les gars. Christian McCaffrey. Je rappelle CSPN qui a dit que c'était une catastrophe de l'avoir tradé, c'est ça? Alors, la note du trade, c'était C+. Je rappelle, de la part de ESPN. Et eux, on leur met combien en note? Voilà, A+++++, là, maintenant, la note du trade. Non, mais la note du trade, A++, et eux, un bon F. Ouais, moi je mettrais Z-, comme ça on gagnera du temps. Je rappelle juste, je veux dire... Kevin et moi, je me souviens plus pour vous deux, mais Kevin et moi étions très heureux. Conquis. On avait, moi, quand le trade a été annoncé, j'avais peut-être des doutes sur le prix, mais j'avais une érection sur l'idée d'avoir CMC dans notre attaque. Oui, non, mais bien. Je pense que le jour en lui-même, on était tous d'accord. C'était plus la question de la valeur du trade. Et moi, honnêtement, par rapport à la valeur ajoutée qui est représentée, de mémoire. Oui, non, mais moi j'étais pour aussi. Parce que... Mais l'inquiétude, c'était. Parce que dans l'idée, moi j'étais pour, parce que des deuxièmes tours de draft, tu as une chance inouïe d'avoir un joueur de ce niveau-là si tu arrives à le trouver. Alors que, bah voilà, là, tu es sûr d'avoir ce mec-là, quoi. Mais l'inquiétude par rapport au prix, c'était plus la santé du joueur. Mais sachant qu'il ne s'est pas blessé depuis quasiment 10 matchs qu'il est avec nous, ben forcément, la valeur, elle est parfaite. Mais si c'était fait un genou 2 semaines après, là, la valeur, elle prenait une grosse claque, quoi. Et c'est là où je rejoins complètement Elliot, c'est que le retour de Deebo arrive au meilleur moment, car sur certains jeux, ça va complètement soulager McCaffrey, parce que je me suis plaint, et je pense que je n'étais pas le seul à le penser, de la surutilisation sur les derniers matchs de saison régulière de McCaffrey. Là, on a vu un match, même s'il a été toujours le premier contributeur de l'équipe en attaque, on a vu un match quand même globalement un peu plus équilibré quand même. Et en plus, il y a aussi Mitchell qui revient. Donc, partant de là, comme tu as Elijah Mitchell plus du coup Samuel. Je pensais qu'il serait utilisé plus. Je pensais qu'on aurait un système en comité, et on ne l'a pas vu tant que ça, parce que je crois qu'il n'a fait que 2 courses, ou pas plus que ça, Mitchell. Il a été vraiment très peu présent. Mitchell fait 9 courses. 9 courses, pardon. Mais il prend que 2 yards, parce que c'est lui souvent qui a été dans les courses plein centre où on n'avançait pas. C'est lui qui les prenait. Et puis sur le touchdown, c'est une passe, donc ça compte pas dans ses stats. C'est ça. Voilà, donc, mais finalement, je trouve qu'il n'y a pas eu un tel équilibre que ça. Mais de manière générale, j'ai trouvé qu'il a été quand même, on a un peu baissé sa charge, et le retour de Samuel explique certainement cela.
Ah bah de toute façon, quand tu te mets à la place d'une défense, t'as Purdy en shotgun, McCaffrey à côté de lui, et que tu vois que t'as Samuel qui part en motion, les mecs se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va la lâcher à Samuel qui va nous faire une course extérieure de fou? Est-ce qu'il va quand même la mettre à McCaffrey? Est-ce qu'il va juste step back, la mettre à Kittle ou à Ayuk? Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et du coup, c'est ultra effrayant parce que le retour de Samuel à ce niveau-là, les mecs qui sont en train de se chier dessus, je pense. Même les arbitres ont du mal parce que j'ai re-regardé à nouveau la fameuse action annuler le jeu illégal. Je me suis refait le schéma de l'action. Je suis pas si sûr que ça qu'il soit dans l'illégalité, ce schéma. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'on fait notamment mention à ce mouvement de dernière seconde en latéral qu'il y a eu, et je suis pas certain du tout que le jeu soit illégal en réalité. Donc je pense que même les arbitres sont mal à l'aise par rapport au schéma qu'on met en place. Mais parce que, on l'a déjà assez dit, de toute façon, Kyle Shanahan, on sait qu'il a un espèce de génie offensif qui fait qu'il va sortir des jeux qu'on n'a quasiment jamais vus et les gens sont pas forcément habitués à voir ce genre de choses-là. On va passer au... Juste un léger mini-top, juste très rapide, pour Charles Omenihu, qui a été pris pour une bouchée de pain, qui en 4 matchs de playoff avec nous est à 3,5 sacs et 6 contacts du quarterback. C'est clairement l'une des meilleures transactions de l'ère Shanahan-Lynch. Et c'est un super défenseur pour compléter notre défense de rêve. Il venait des Texans, lui, c'est ça? Exactement, on l'avait pris en mi-saison au Texas. L'année dernière, quand il est arrivé, il a dit: je suis passé d'une franchise dysfonctionnelle à une franchise qui ressemble à quelque chose. Pour un 6e tour de draft de la prochaine draft, en fait. Ouais, c'est gratuit, quoi. C'est ça. D'ailleurs, vraiment gros match. Moi aussi, je l'avais en top. J'ai hésité très honnêtement, entre CMC, Djibo et Omenihu, parce qu'il faut toujours avoir un Nigérian dans son équipe, et c'est très important. On le paye 2,5 millions cette saison. J'en ai regardé son contrat. Il est agent libre. Il y aura une vraie question à se poser autour de ce mec-là. Il ira prendre son contrat ailleurs, je pense. En rotation, il est très intéressant. Mais la question se pose déjà, bien sûr. Et j'espère qu'il n'y aura pas forcément une équipe qui va lui lâcher gros, parce que j'aimerais bien le garder, mais on ne sait jamais. Ça, on ne sait jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réflexion déjà qui est menée au sein du front office sur les très nombreux pass rushers que nous avons chez nous, sur comment est-ce sur qui on met le paquet, entre guillemets, pour prolonger. Puisque en interne, il semblerait que si la draft de Drake Jackson a été jugée satisfaisante, il est jugé comme étant encore trop tendre pour prendre un poste de starter. Et il est clairement envisagé, selon les rumeurs, que Ebukam ou Omenihu, l'un des deux à minima, sera prolongé pour pouvoir avoir un autre starter sur la partie left and outside. Ouais, je pense qu'on aura cette discussion plus tard, à la fin de la saison, avant les re-signes d'agents libres. On aura un épisode, je pense, spécial sur la free agency. On va passer au flop. On a déjà bien parlé que la première mi-temps, notamment, avait été plus compliquée, mais est-ce que vous avez un flop en particulier qui ressort, Kevin? Je passerai mon tour pour le moment, j'avoue que ça me vient pas tout de suite. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer? Ah, les deux ont levé la main, je vais donner la parole à Gonzague. Allez. Alors on a parlé de la première mi-temps. Moi, j'aimerais mettre l'accent sur un moment de la première mi-temps où là, pour le coup, je vous prends tous à témoin parce que vous m'avez vu gueuler à ce moment-là pendant le commentaire du match. J'ai trouvé la gestion de l'horloge de la fin de première mi-temps catastrophique. Pour le coup, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. À quel moment, expliquez-moi, tout amateur même de foot américain, je ne parle même pas de professionnel, tout amateur de foot américain le sait, à quel moment, alors qu'il reste 1 minute à jouer, vous faites un onside kick? Là, j'aimerais savoir, franchement. Parce que demain, vous faites la même décision. Vous avez Josh Allen ou Patrick Mahomes en face, avec le match qu'ils nous ont sorti l'année dernière, où en moins d'1 minute, on a vu 4 touchdowns sortir lors du match entre les Bills et les Chiefs. À quel moment on tente un onside kick, soi-disant, pour essayer de faire couler l'horloge? C'est absurde comme décision. On a tous critiqué, et à raison, Jimmy Ward après pour son holding, mais la faute, elle avait déjà même été commise avant. On a commis 2 fautes énormes qui ont expliqué les points mis par les Seahawks à la dernière seconde avant la mi-temps. Cette faute de Jimmy Ward, mais avant ça, c'est onside kick. À quel moment on appelle ça? C'est une faute très lourde du coach des équipes spéciales, et ça, c'est interdit à faire à partir de dimanche prochain. Je ne veux plus voir ça. Un onside kick à 1 minute, c'est mort. On envoie au loin. Point barre.
Il faut vraiment qu'on contrôle mieux l'horloge. Sur les fins de première mi-temps, là, c'est pas possible. C'est gratuit. Les points qu'on a donnés en fin de première mi-temps, c'est gratuit. Ouais, mais alors je suis d'accord pour l'onside kick, mais si Jimmy Ward ne fait pas le débile profond en mode Dregrino sans cerveau, je vais dire Geno Smith, il est dans sa moitié de terrain, il est par terre, le temps il est fini, ils ont un field goal de 75 yards à tenter, merci, au revoir, à bientôt. Je veux dire, si l'autre il n'est pas débile, il n'y a pas l'action. Ouais, mais là, tu parles de Jimmy Ward c'est quelque chose, il y en a une fraction de seconde, il pense, il se lance, il fait la faute, oui, elle est débile, mais il fait la faute. Le renvoi, il est complètement idiot. Là, ils l'ont réfléchi, ils se sont dit, on va vraiment tenter ça. Alors que tu l'envoies le plus loin possible. Geno Smith, il part de 20 yards avec quelques secondes à jouer, ils vont pas avoir de points avec ça. Ouais, Je suis comme Gonzague, je trouve. ils avaient peur du retour de coup de pied. Moi, Non, c'est mais ça qui me. Moi, c'est un truc qui me saoule à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est pas capable de mettre le ballon dans la zone de Ouais, l'embut adverse. Et effectivement. chaque fois, on fait des retours de coup de pied. On prend des risques. Mais pas à une minute. Tu le fais à 10-15 secondes. C'est beaucoup. Là, tu as laissé un temps monstre. Une minute, c'est énorme en foot américain. C'est énorme. Tu ne fais pas ça. Si tu regardes bien, tu te retrouves finalement que s'il n'y a pas la connerie de Jimmy Ward, ils sont encore dans leur moitié de terrain. Ils sont sur leur 45 oui, ou 5. Le jeu est arrêté, ils peuvent en appeler un autre. Ils ont une autre possibilité de Non, parce qu'il va au sol et le temps continue. Et c'est à la 0-0-1 quand il fait la faute, l'autre abruti. C'est sûr à 100%. Alors, oui, alors, je suis d'accord avec toi, Olivier, sur cette faute, et on est tous d'accord pour dire qu'elle est complètement stupide. Mais là où je vais plus rejoindre Gonzague là-dessus, c'est qu'en fait, cette faute n'aurait jamais dû avoir à exister. Dans un sens où on n'aurait jamais dû en fait se mettre avant ça dans cette position de faire une faute sur un gars sur ses 40 yards, parce qu'il aurait dû être sur ses 20. En fait. Oui, d'accord. À ce niveau-là, je suis d'accord avec vous. C'est simplement que c'est moins grave que ça si Ward ne fait pas sa bêtise. Mais bon, après sur le truc, comme il dirait Gonzague, on pinaille. Ah non, mais là, pour moi, c'est une faute très lourde, hein. Honnêtement, parce que ça, c'est typiquement des points qui peuvent nous coûter très très cher dans un match très serré face à une très bonne équipe. Et face aux Chiefs de Mahomes ou aux Bills de Josh Allen, c'est des points assurés, encaissés. Ne cherche même pas. Je voudrais les Bengals aussi. Oui, les Bengals. Non, mais voilà, non, mais tu m'as compris. Là, c'était que les Seahawks. C'était que Geno Smith. On va lui faire un jeu. Tu donnes une minute à n'importe quel quarterback élite, il a le temps de te marquer 10 points. Hein. Respecte Geno Smith, c'est le meilleur quarterback en yards à la passe sur une saison pour les Seahawks. Certes. Mais dire que Russell Wilson n'a jamais fait ça, putain, c'est chaud. Ouais, c'est ça qui est fou quand même. Et l'impression, c'est pas la même. Mais bon, bref. Sean Lynch, hein. Je comprends qu'on répartissait la tâche à l'époque. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre flop, Olivier? Ben oui, Mooney Ward, je suis désolé. C'était c'était mon flop, ouais, moi aussi. Il a juste été mauvais. Voilà, il n'a pas été, je dirais, il n'a pas été footballeur américain, il a été ridicule. Donc voilà, je veux dire, faut pas déconner. Le hockey, d'accord, il prend un touchdown longue distance, mais il n'y a pas de couverture parce que tu appelles un blitz. Si tu es dans l'équipe, tu sais bien que quand tu vois arriver Ufanga, tu sais qu'il va blitzer. Et tu te dis, moi, je vais aller à la course, mais je vais laisser un peu d'avance DK Metcalf au départ de l'action. T'es con ou t'es con? Ça, c'est ma première question. Sur le touchdown longue distance, c'est celui-là. Après, il veut la jouer physique. Vous avez vu que l'autre, il est trop costaud. Quand il le prenait sur des slants, il le mangeait. Alors, il a réussi à dévier enfin un ballon en deuxième mi-temps. Donc, ça a été son exploit de la journée. Au prix où on le paye, c'est pas ce que j'attends d'un cornerback numéro 1. Pardon. Pour moi, il n'a pas été au niveau, loin s'en faut. Donc, la semaine prochaine, il va avoir CeeDee Lamb sur le paletot et il a intérêt à se rattraper. On en parlait justement dans le podcast de la semaine dernière, je crois que c'était Kevin qui mettait ça comme facteur X. Le duel Ward-Metcalf, parce que Ward en saison régulière avait mangé Metcalf. Là, on peut dire que DK a largement pris sa revanche, même si au final le résultat il nous est favorable. Mais Metcalf a fait un match énorme et quel receveur. Il a complètement mis Mooney dans sa poche. Est-ce que vous avez d'autres flops ou on peut passer à la preview? Non, pas de flop, mais je voulais juste dire en effet qu'à la fin, on avait presque de la peine pour les Seahawks. Je ne pensais pas un jour dire. Oui, je suis d'accord. Pour qui j'ai une telle aversion. Mais à la fin, je voulais presque que ça s'arrête, tant les Seahawks, je les ai trouvés surprenants, combatifs, je les ai trouvés au niveau.
Pour moi, à la base, quand j'ai appris qu'ils se sont qualifiés en play-off, pour moi, c'était du vol. Et je me rends compte que je me suis trompé. Ils avaient tout à fait leur place en play-off à la vue de ce match. Donc, Mais autant, il méritait pire que ça lors du deuxième match où il les a affrontés. Autant cette fois, il méritait un moins gros écart, je trouve. Il y avait pas une telle claque. le score final ne reflète pas la réalité du match. Ouais, le score a été, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le score a été assez sévère par rapport à leur performance générale. Ouais, Et- puis il va falloir faire gaffe quand même à cette équipe-là pour les années à venir parce qu'ils ont pas mal de bons choix de draft cette année. Je crois qu'ils draftent en 4 ou en 5. Donc, s'ils gardent Geno Smith, Ils draftent en 5. Ils draftent en en 5. Ils 5. draftent en 5. ils draftent en 5, ils draftent aussi à la fin, en 18 ou 19. Ils draftent je en crois. 5 et ils doivent drafter fin de 10, début 20. 19-20, je Ouais. crois. Voilà, donc Bon. ils vont pouvoir se renforcer par la draft. C'est une équipe, moi, elle m'a surpris. Et puis, c'est un petit peu ce que moi je disais la semaine dernière, ce que disait Gonzague. Leur première mi-temps, ils ont tout tenté. Ils ont tenté des jeux, c'est passé. Ils ont joué sur un rythme très rapide. Geno Smith est en train de faire un revival. S'il ne demande pas un contrat trop mirobolant, il va rester. Et il risque d'avoir une belle équipe. Ça peut être l'équipe la plus dangereuse l'année prochaine pour nous, dans la division. Oui, déjà, je pense que dans la division, ça sera assez clair, même si on peut toujours se méfier des Rams, parce qu'on n'est pas à l'abri que les mecs soient tous en bonne santé en même temps. Mais surtout, juste pour revenir à ce que tu as dit, les Seahawks sont d'ores et déjà, non officiellement, mais rapportés par des journalistes américains, que Geno Smith serait de retour sur le maillot de Seattle l'année prochaine. C'est quasiment officiel. Mais c'est ça le plus incroyable pour eux, c'est qu'ils se sauvent de la recherche d'un jeune quarterback à développer sur plusieurs années. Contre toute attente, ils avaient déjà leur quarterback pour les 5-6 prochaines années dans leur effectif et ça en fait une équipe d'autant plus dangereuse pour les prochaines années, encore plus vite qu'on pensait. 5-6, on verra, mais oui, c'est vrai qu'ils s'épargnent quand même pour les prochaines années, en tout cas, cette recherche. Et en tout cas, ils vont avoir une construction extrêmement intéressante parce que je rappelle quand même qu'ils ont fait une draft absolument exceptionnelle l'année dernière. Et ils ont un nombre de choix de pick. Ils ont, je rappelle, 2 choix du premier tour, 2 choix du deuxième, notamment. Et donc, ils ont toute la matière pour reconstruire une équipe extrêmement dangereuse vis-à-vis de nous dans les années à venir. Je vais vous couper tout de suite, on va passer à la preview parce qu'on est en train de dire trop de choses gentilles sur les Seahawks et il y a un problème. Donc on va passer. Mais tant qu'on les tape à chaque match, nous on va être gentils. Oui, non, mais bien sûr. Mais je me sens un petit peu bizarre de faire tous ces compliments. Donc on va passer à la preview de notre prochain match. Dans la nuit de dimanche à lundi à minuit et demi, le dernier match des divisionales. Après avoir joué le premier match des wildcards, on joue le dernier des divisionales face à un rival historique qui doit sûrement plus parler aujourd'hui la rivalité à Olivier que à Kevin, ou à moi évidemment, et peut-être même à Gonzague qui a commencé un peu plus tard qu'Olivier, mais Olivier a été très 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 imprégné, je pense, dans cette rivalité. Nous affrontons les Cowboys qui ont absolument défoncé les Buccaneers du meilleur ami d'Olivier, 31-14. Donc un affrontement assez historique contre une équipe de NFCS, 3 équipes de NFCS en demi-finale de conférence. On n'aurait pas mis un seul centime là-dessus, je pense, en début de saison. Bref, c'est pas forcément la discussion, mais on affronte du coup les Cowboys au Levi Stadium. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Olivier, j'ai envie de commencer par toi. Alors déjà, première chose, n'en déplaise à Kevin, pardon, pas à Kevin, à Gonzague, mais Tom Brady ne sera pas au tour suivant de playoff. Ça me fait de la peine si tu savais à quel point ça me fait de la peine. Voilà, c'est pour ceux qui ont écouté l'émission la semaine dernière. Elle est pour toi. J'espère que ça va mettre une fin définitive au Tom Brady en playoff. Il va faire un tour de magie. Non, il est nul de toute la saison. Il dégage. Terminé. C'est beau d'entendre ça. Voilà, ça c'était le premier point. Alors, deuxième point, on va jouer Dallas. Donc, qu'est-ce que j'attends de ce match? C'est qu'on gagne, encore une fois, tout simplement. Après, le score, je m'en fous. J'ai pas véritablement d'inquiétude sur ce match-là. On les a tapés l'année dernière en étant moins bons. Eux, ils ont quasiment la même équipe que l'année dernière. On les a tapés chez eux. Là, on va jouer chez nous avec une équipe qui est sur une dynamique de folie. On a des armes de partout.
Je ne vois pas comment ils vont pouvoir nous arrêter. Et puis, Dak Prescott a fait le match de sa vie la semaine dernière et il va retomber dans ses travers cette semaine, je pense. On va lui mettre plus de pression que ce qu'il a subi. Et moralité, nous, on peut mettre de la pression pendant 4 quarts-temps non-stop. Que ce soit Boza, Omeyu, Armstead, on a du monde de partout pour pouvoir faire la différence. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet si on joue à notre niveau. C'est toujours pareil. À l'heure actuelle, à notre niveau, il n'y a pas beaucoup d'équipes en NFC qui peuvent nous arrêter et je ne vois pas Dallas nous arrêter. Gonzague? Écoute, je nous vois favori. Par contre, c'est une équipe qu'il va falloir manœuvrer. Ça sera une autre paire de manches, je pense, que les Seahawks. C'est pour ça que je me faisais part de mon inquiétude sur ce onside kick tout à l'heure, parce que chaque point va être important. Car c'est une équipe qui, même si j'estime que leur quarterback est le quarterback le plus surcoté de l'histoire de la NFL, j'ai toujours pensé, je pense toujours que Dak Prescott est une escroquerie. Par contre, lui, pour le coup, voilà typiquement un quarterback extrêmement bien entouré. Une ligne offensive que l'on qualifie souvent de vieillissante, mais qui est toujours aussi offensive, toujours aussi efficace. Un comité de running back, Tony Pollard, dont on parle, je trouve, beaucoup trop peu, à côté d'un Ezekiel Elliott. Depuis cette année, ça va quand même. Il a repris un peu de hype cette année. Il est le mérité, mais totalement mérité parce qu'il est incroyable. Voilà, c'est Ezekiel Elliott, c'est un nom, mais il est running back numéro 2 des Cowboys de manière factuelle. Mais bon, ça reste un comité de running back qui n'est pas mauvais, et un corps de receveur qui est efficace. Et enfin, le tight end le plus sous-coté pour le coup de la ligue est Dalton Schultz, que j'adorais à Stanford d'ailleurs, et que je voulais chez nous d'ailleurs à l'époque. Mais bref, passons. Donc voilà, donc c'est une équipe qui est très particulière parce que c'est une équipe qui est assez homogène d'un point de vue offensif avec des cibles de partout. Et à l'inverse, c'est une équipe qui est très dysfonctionnelle en défense parce que c'est une équipe qui est très mal équilibrée en défense, avec le seul joueur capable de poser des soucis à Nick Bosa pour le titre de défenseur de l'année, au poste de linebacker. Mais bon, si je ne m'écoutais, pour moi, il n'y a pas photo dès le départ. Et alors qu'à l'inverse, paradoxalement, par exemple, à la course, le premier rideau de defensive tackle est nul. Donc c'est une équipe qui est très bizarrement équilibrée en défense, et ce qui la rend imprévisible de facto. C'est une équipe qui est capable de perdre de manière pitoyable. Je crois qu'il y a eu un match notamment face aux Commanders où c'était vraiment pas beau à voir, si je dis pas de bêtises. Et à l'inverse, qui est capable de sortir de très gros matchs, comme le match qui vient de sortir en play-off. Donc c'est une équipe qui est très difficile à juger. Donc moi, personnellement, je nous vois favori. Il faudra diversifier les jeux. Ce sera un peu le autre match face aux Seahawks, où on a clairement vu que c'était le corps de linebacker chez les Seahawks qui faisait défaut. Là, ici, ce sera différent. Je dirais presque que c'est le premier rideau qui fera défaut aux Cowboys, et donc où il va falloir insister. Donc voilà, je suis confiant, mais attention, je ne nous vois pas gagner par un score fleuve. Avant de laisser juste la parole à Kevin, le match dont tu parlais, c'était le dernier match de saison régulière. Ils ont perdu 26-6 contre les effrayants Commanders. Donc ouais, effectivement, ils ont quand même pas mal de défauts. Kevin? Ouais, les Cowboys, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde cette année. Alors oui, le dernier match face aux Buccaneers, tout a parfaitement cliqué, ça s'est bien trouvé en attaque, ça s'est bien trouvé en défense, ça a roulé. Sauf que la semaine précédente, comme vous l'avez dit, face à Washington, ils en prennent 26 contre Samuel et Dak Prescott lance 4 interceptions. Donc on sait à quel point on peut les faire souffrir. Et donc surtout avec notre attaque en ce moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, l'attaque en ce moment, si elle continue à jouer comme ça, il n'y a personne qui va pouvoir nous taper. C'est impossible. Il y a trop d'armes, ça roule trop bien. La défense limite beaucoup aussi les attaques adverses. Et puis pour revenir sur les Cowboys, vous connaissez mon amour pour les stats un peu bizarres. Les Cowboys sont la pire équipe de la ligue pour défendre le receveur 2 de l'adversaire. Donc bonne chance pour couvrir Deebo Samuel ou Brandon Ayuk, n'importe lequel des deux qui jouera receveur 2, et même Jawan Jennings qui va jouer receveur 3 qui pourrait leur mettre la misère. Donc est noté comme incertain pour le match. Qui ça, pardon? Jennings est noté comme incertain pour le match. Day to day, pardon. Effectivement, mais bon, on joue un divisional round. Je pense qu'il sera. Je pense qu'il sera là quand même. Sur ces matchs-là, une petite gêne physique n'empêchera personne de jouer. Donc, je suis pas vraiment inquiet pour ce match. Comme disait Olivier, on les a battus
relativement tranquillement l'année dernière en play-off. Eux sont restés la même équipe avec quelques joueurs qui ont progressé. Nous, on s'est largement renforcé, notamment en attaque. Donc non, je suis pas inquiet, mais il va falloir être sérieux parce que vous n'en avez pas parlé, mais Micah Parsons, c'est quand même le deuxième meilleur défenseur de la ligue derrière Nick Bosa. Donc il faudra faire attention. Et puis, on redit ce qu'on a dit, Brock Purdy est un quarterback rookie, il va falloir qu'il continue, il va pas falloir qu'il sombre. Et puis ça devrait bien se passer si tout est réuni. J'ai parlé de Monsieur Parsons, monsieur. Vous avez pas honte? Oh, ça m'a échappé. J'ai pas cité son nom, mais j'ai dit voilà le meilleur linebacker de la ligue. Effectivement. Mais Ouais, tu parlais de Warner. Touch. Moi, du coup, je pense un peu comme vous dans l'ensemble qu'on a toutes les armes pour les battre. On est meilleur si on prend poste par poste, ligne par ligne. On est meilleur quasiment partout. À part peut-être sur la ligne offensive, mais c'est pas comme si notre ligne offensive était mauvaise, mais je pense que la leur est peut-être meilleure. Mais la nôtre est très bonne aussi. Si on doit juste en choisir une des deux, peut-être celle des Cowboys est meilleure, mais c'est pas forcément un gros facteur entre les deux équipes parce que deux bonnes escouades. Non, moi ce que je veux voir aussi dans ce match-là, c'est que j'aimerais enfin que soit exposé aux yeux du monde ce qui sont à mes yeux 3 des plus grandes fraudes de la NFL. La première, on en a parlé, Dak Prescott. Dak Prescott a réussi l'exploit d'être le quarterback titulaire le plus intercepté de la ligue en ayant loupé 5 matchs. Voilà. Ah non, mais Je pense que ça, on est d'accord. cette stat se suffit à elle-même. On n'a pas forcément besoin de rajouter grand-chose là-dessus. Et ils ont c'est aussi un kicker Winston. qui peut. C'est aussi un, Et ils ils ont ont aussi un aussi kicker également, qui peut effectivement, un rater kicker. 4 extra points. C'est quand même fabuleux. C'est vrai que c'est assez impressionnant ça. La deuxième, Gonzague en a un peu parlé, c'est Ezekiel Elliott. J'espère pour nous qu'ils vont rester sur leurs vieilles habitudes de faire trop courir Elliott et pas assez Pollard. Malheureusement, j'y crois peu par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines où ils ont enfin donné des ballons à Tony Pollard, qui est un largement meilleur running back que Ezekiel Elliott. Pour moi, il n'y a aucune discussion possible là-dedans. Et la troisième, c'est pour moi le joueur le plus surcoté de la ligue, c'est Trevon Diggs. Trevon Diggs, l'année dernière, a été encensé parce qu'il faisait des interceptions, et c'est vrai que c'est important d'être un playmaker, mais à côté de ces interceptions, il prend des camions de yards dans la gueule. Et ça, pour moi, c'est typiquement ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on est très fort en yard after catch. Et si les mecs sont capables d'arriver à attraper le ballon et de courir après, je ne sais pas si c'est Trevon Diggs qui les attrapera. Et si, à l'occasion, Brock est amené à faire des longues passes, peut-être qu'il se fasse faire intercepter par Trevon Diggs, mais si la balle n'est pas dans les mains de Trevon Diggs, c'est touchdown. Parce qu'à côté de ça, si Trevon Diggs ne joue que le ballon, il ne joue jamais le joueur. Et si le mec se concentre que sur le ballon et qu'il le loupe, le mec a un champ libre. Donc, j'espère qu'on va pouvoir exposer ces mecs-là parce que ça me ferait plaisir. Et puis parce que c'est toujours cool de battre les Cowboys, même si j'ai pas grandi en tant que fan des Niners dans cette rivalité-là. C'est une équipe dont je suis pas forcément très fan, personnellement. J'ai rien contre eux, mais si je dois choisir, dans la NFC Est, par exemple, c'est l'équipe que j'aime le moins. On va pas faire une liste de toutes les équipes, mais j'aime pas trop les Cowboys, donc si on peut les battre, évidemment, continuer la route pour nous, mais parce que battre les Cowboys, c'est cool. Voilà. On va passer au Factor X. Le Factor X pour ce match pour chacun. Olivier, c'est qui ton Factor X? Moi, le facteur X, ça va être le ratio des interceptions et de pertes de balles. Là, on rentre vraiment dans les matchs très, très importants. C'est les matchs pour les très, très grands garçons maintenant. Donc, il faut limiter les erreurs au maximum. Si on fait un match, si Purdy nous fait un match comme il a fait la semaine précédente, ça suffira largement. Et il faut on fasse des jouets. Pour faire des jouets, il faut qu'on récupère des fumbles. Moi, je fantasmerais sur 1 ou 2 strip sacks. J'adore quand le quarterback se fait fendre en deux et qu'en plus il dégueule le ballon. Je trouve ça, c'est un côté jubilatoire pour moi. Et aussi parce qu'en plus ça casse bien le rythme quand tu commences à taper 1 ou 2 interceptions. Il n'y a pas tout le monde qui a le mental de Trevor Lawrence qui est capable de revenir après 4 interceptions. Donc si tu arrives à faire la différence d'un point de vue des pertes de balles, le match il est plié. Gonzague? Plutôt qu'un facteur X, je suis excité comme un acarien en son de la moquette de la confrontation entre McCaffrey et Micah Parsons. Parce que dès que McCaffrey, qui je rappelle est l'un des tout meilleurs running backs de la ligue, si ce n'est le meilleur running back de la ligue, sur les yards après contact, donc on sait qu'il va passer le premier rideau. Et derrière, avec Micah Parsons, le duel va être sublime.
J'ai hâte de voir cette confrontation à deux. Pour ce qui est d'un Factor X en lui-même, je rejoins un peu Olivier sur la question de... je pense que celui qui aura le ratio de turnover peut gagner le match face à une équipe comme celle-ci. Mais de manière générale, moi, c'est surtout cette confrontation Parsons et McCaffrey que j'ai vraiment hâte de voir, qui m'excite beaucoup. Kevin? Je peux pas passer à côté de Brock Purdy sur ce match-là. D'ailleurs, je suis déçu. Gonzague devait nous signaler que Brock Purdy avait été acquis grâce au trade, pas au trade, mais au choix compensatoire du 7e tour obtenu après le trade de CJ Beathard. Je te l'avais laissé. Merci Mais- CJ, on ne t'oubliera jamais. Voilà, merci à lui. Choix compensatoire du départ de CJ Beathard, Qu'on exactement. retrouvera peut-être au Super Bowl, qui sait? C'est pas impossible, lui qui joue aux Jaguars maintenant. Et pourquoi pas? Mais ouais, Brock Purdy, bon, après le premier match, statistiquement, c'est le numéro 1 en passeur rating, en ratio touchdown par passe, en ratio interception par passe, en ratio yard par passe. Bref, il a dominé son sujet statistiquement, grâce à sa deuxième mi-temps, on l'a dit. Voilà, que dire à part continuer. Il va faire face probablement à la meilleure défense qu'il a affrontée en NFL à ce jour. Donc voilà, c'est à lui de prouver qu'il peut conserver son niveau. Olivier a parlé de Brett Favre, ben voilà, continue à faire des matchs à la Brett Favre, mon garçon. Moi, mon Factor X, on en a un petit peu parlé. Pour moi, le point fort de cette équipe de Dallas, c'est sa ligne offensive. Et l'un de nos points forts, c'est notre pass rush. Voilà, l'affrontement, il est là. Pour moi, l'affrontement quasiment clé de ce match-là, il est là. Nick Bosa n'a pas fait de sac cette semaine. Et j'étais triste, et je pense qu'on était tous tristes, parce que voir Nick Bosa faire un sac, il n'y a rien de plus jubilatoire, je pense. Et là, j'espère qu'il va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 8, 12 sacs s'il faut. Mais cet affrontement-là, c'est peut-être l'une des meilleures lignes offensives de la ligue. C'est peut-être l'un des plus gros défis pour notre pass rush depuis le début de la saison, et peut-être l'un des plus gros défis qu'on aura tout court dans la saison, quel que soit notre parcours suivant. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent montrer, eux aussi, comme Purdy et comme les autres, que c'est vraiment des grands garçons, que c'est vraiment la défense dont on a parlé depuis le début de la saison, que c'est vraiment le meilleur pass rush. Pour nous, c'est clair, c'est le meilleur pass rush de la ligue, mais maintenant, il faut laisser la parole derrière et mettre les actes sur le terrain et les éclater. Parce que Dak Prescott, on en a parlé. Dak Prescott a fait un super match contre les Buccaneers, mais dans l'ensemble, ça reste quand même quelqu'un d'assez très moyen, pour dire au mieux. Et si en plus de ses défauts, on lui met une pression monstre, on va se rendre le match facile. Donc voilà, pour moi, le Factor X, il est là. Surtout qu'on voit que Prescott, c'est un... Alors là, pour le coup, je vais rejoindre Olivier. Un peu à l'image de Tom Brady dans le seul défaut qu'on lui prête, c'est que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a un minima de pression, il a tellement vécu toute sa carrière aux Cowboys, et même d'ailleurs en université avec une ligne offensive efficace. Ah, dans un fauteuil. Sa carrière entière, elle est dans un fauteuil. Voilà, qui fait que dès qu'il a un minimum de pression, là, pour le coup, je reprends ce qu'on disait sur Brock Purdy tout à l'heure, où on disait que ce type-là ne s'énervait jamais. Prescott, c'est tout l'inverse. C'est un quarterback qui perd complètement pied. S'il rate 2-3 actions consécutives et qui s'énerve, on peut avoir l'escroquerie en plein jour, sur lequel je te rejoins à 200%. Donc, c'est quelqu'un qui peut très bien nous faire un match à 250 yards, 2 touchdowns, 0 interception, si tout va bien. Et comme il peut te faire 187 yards, 1 touchdown et 5 interceptions, si tout va mal. Donc, si on lui met suffisamment de pression, et là je te rejoins en effet, Elliott, sur ton Factor X, il peut perdre pied et nous faciliter la tâche grandement. Ouais, Elliott, tu parlais de Nick Bosa qui voulait 1, 2, 3, 4. Le record en playoff sur un match, c'est 4,5 sacs. Donc, si cet homme veut prendre un nouveau record, qu'il ne se gêne pas, fais donc 5 sacs et plus. Ah oui, bah oui, non mais vraiment, fais-toi plaisir, Nick, vraiment. Avant de passer au prono, un petit truc quand même, juste un sub Factor X que j'ai. On en a beaucoup parlé dans la première partie de ce podcast. Demi-temps à haut niveau, ça serait cool. C'est tout. Voilà. Comme ça, on se rend les choses faciles le plus tôt possible. On va passer au prono, le score de ce match. Qu'est-ce que vous voyez? Olivier, quel va être le score de ce Niners Cowboys? 31-17. Ok. Gonzague? Pour San Francisco, il n'y a pas de... Oui, non, mais c'était assez... Je pense qu'à partir de maintenant, on va toujours voter pour la gagne. Ben moi, justement, comme je disais, je vois un match plus serré.
parce que même si Prescott est une escroquerie, le reste de l'attaque est très efficace et j'ai une très grande estime pour les receveurs et Dalton Schultz. Je vois un 34-27. Ok. Donc un touchdown d'écart. Kevin? Moi, je vois un match extrêmement serré, 34-31 sur un dernier kick de Robbie Gould à la dernière seconde. Ou un figo raté. Ok, très bien. Hélas, n'est-ce pas? Moi, je vois un 34-24 pour les plus observateurs. 24, c'est 4 x 6, 6 touchdowns. 4 touchdowns pour les Cowboys, aucune conversion. Brett Maher rate ses 4 coups de pied comme contre les Buccaneers. 34-24. La cote, elle est belle. Hein. La cote, elle est extrêmement belle. Kevin, Oui, la piste est à toi. C'est le jeu, le grand classique. J'ai Allez. pas révisé. Que j'ai toujours Bah, je n'ai évidemment. jamais révisé non plus d'ailleurs, et donc sur lequel je vais faire de la figuration comme à chaque fois. J'ai Allez, à partir de Gonzague, maintenant, j'ai joué à Madden cette semaine. En à plus, partir de- escroc. à partir de maintenant, on commence à en avoir fait pas mal, donc ça se pourrait qu'on retombe sur des gens sur qui on est déjà tombé. Mais c'est à Alors, vous de Je retenir me vos rappellerai leçons. pas Il y le a numéro quand 53 même. joueurs. Non, il y a 53 joueurs, tu peux y aller. Un peu plus, parce que je pense qu'il y a même le practice squad qui est rentré en compte Voilà, il y a dans le ce Squad, truc. il y a tous ceux qu'on a coupés, qu'on a re-signés. Un Tevin Coleman est valable, par exemple. Non, on commence par le 74. Spencer Burford. Bon, incollable Elliott comme d'habitude. Ah là, c'est un titulaire, les gars, quand même. J'ai failli le balancer, ouais, mais t'étais pas que moi. En plus, là, pour le coup, j'ai failli le balancer, je l'avais en plus. Un facile, pas facile. Le numéro 38. Demodor le Noir. Non, c'est 36. Oh. Oui, oui. Ah, bon, attends. Mais Gonzague, Mais Gonzague Gonzague m'a dosé. Ça, j'ai Gonzague du tac au tac sur Deomodor le Noir, je l'attendais vraiment pas, mon c'est la grosse cote. Ah bah, en même temps, sur les phases défensives, Gonzague n'a les yeux que sur le 38 pour voir s'il va faire une connerie. Non, le pire, c'est que le Noir, je le kiffais à l'université, mais en fait, c'est le jeu, voir jouer à l'extérieur qui m'intrigue, en fait. Mais avec la réussite que l'on voit. Hein. 89 Warner. Tyler Croft. Warner, effectivement. Tyler Croft, dont on n'a pas parlé, qui nous a raté un plaquage de Oh l'espace. oui. Oh, ce bloc. Il a fait du Oh là. air blocage. Si ça avait été Ross Dwelly, il aurait réussi. Google, chers amis, c'est extraordinaire. Se louper, c'est un gag. Ross Dwelly l'aurait réussi. Ah oui, non, Voilà. c'était le gag du match. Au-delà de Juice qui plaque ses propres coéquipiers. Numéro 18 Wisnowski. Génie. Wisnowski. Pardon. Elliott qui reprend l'avantage. Je peux pas me laisser battre quand même. Attends. Et tiens, on va aller chercher loin dans votre mémoire. Numéro 88. Roswell. Waouh, 88. Sachez qu'il n'est pas actif ces dernières semaines. Jerry Rice. Non, c'était 80, t'es un malade, toi. 88. Terrell Owens. Il a été dans l'effectif pendant la pré-saison. Il a fait il est remonté, il est redescendu, mais je ne sais même pas s'il est encore sous contrat aujourd'hui. Jordan Matthews. Jordan Matthews. Le neveu de Jerry Rice. J'étais pas loin. Jordan Matthews, putain, vache. La vache. Et finissons par le numéro 2. Jason Verrett. Jason Jason Verrett. Verrett. Ça, celui-là, je l'avais. Faut être que pour Elliott le dernier. Non, mais deux. c'est. Moi, j'en ai Deux- eu deux. un. Gonzague, il en a eu un. C'est pas mal. Non, mais Deux. Jason Verrett, qui, je pense qu'on fera sur notre débrief de la saison un retour sur nos hot takes. Ma hot take, Jason Verrett, qui a lamentablement échoué. Hein. D'ailleurs, numéro 2, comme le nombre d'opérations qu'il a vécu cette semaine. Le mec est quand même sorti de blessure pour se reblesser à l'entraînement. C'est du très haut Grand niveau. classique. Un grand classique. Le pauvre, malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, il est cramé pour le sport à haut niveau. Et ce qui est très triste, tant c'est un joueur magnifique à voir jouer quand il est sur ses deux Le pieds. problème remonte à l'université, de toute façon. Donc, à l'université, on lui parlait de ses blessures et de sa petite taille, et que pour le reste, c'était un monstre. Il a eu le temps d'être pro bowler avec les Chargers quand même. Oui, C'est non. vrai. C'est vrai. Et c'est sur ces notes positives qu'on va mettre fin à ce podcast. Du coup, dans la nuit de dimanche à lundi minuit 30, le match contre les Cowboys, le match de Divisional. Et si tout se passe bien, un débrief la semaine prochaine et puis une preview d'une, on l'espère, finale de conférence, soit face aux Eagles,
soit face aux Giants. On n'en a pas parlé, mais ce sont les 2 autres équipes encore en lice en NFC. Du coup, pour ceux qui seront là à dimanche, et puis sinon la semaine prochaine, et puis go Niners. Salut les gars. Niners. Ciao, ciao. Come on.